Écoutez, nous sommes absolument ravis, Frédéric et moi, et toute notre équipe de Philomèle qui a permis la mise en place de cette séance en visioconférence. Au premier chef, Aurore, que l'on voit à l'écran et qui est notre petite fée de l'informatique, mais aussi Anna, sans qui rien ne se serait fait, et puis Diane, que j'ai vu se joindre à nous, et puis aussi Elisabeth, et puis, enfin, tous et toutes. Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette séance donc, du séminaire Genre et Autorité, qui est une séance un petit peu spéciale aujourd'hui. Donc, je vais juste dire un tout petit mot avant qu'on ne commence véritablement la séance de pourquoi elle est spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des présentations et des portes ouvertes de l'ensemble des initiatives de Sorbonne Université. Alors, les initiatives de Sorbonne Université, ce sont de très vastes programmes lancés par Sorbonne Université. Et quand je dis Sorbonne Université, ça veut dire l'ensemble des trois, à l'échelle de l'ensemble des trois facultés de Sorbonne Université depuis l'an dernier. Et ce sont de vastes programmes pour accompagner, pour financer la recherche et les formations, les enseignements, donc, dans des domaines que Sorbonne Université a jugés comme importants, novateurs, et qu'il était prioritaire donc de soutenir et de développer. Le genre est l'un de ces domaines. C'est un choix politique dont nous savons, dont nous sommes très reconnaissants à l'université. Mais donc le genre est le genre, les questionnements sur le genre sont un de ces domaines prioritaires, et donc a été créé l'an dernier une initiative genre qui est du coup adossée à notre réseau d'études interdisciplinaires sur le genre qui existait depuis avant la création de l'initiative Philomèle. Et l'initiative genre comme Philomèle intéresse toutes celles, tous ceux, étudiants, étudiantes, à tout niveau, enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses, qui s'intéressent aux questions de genre et aux questionnements sur le genre, quel que soit leur champ disciplinaire. Et ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques de Philomèle et de l'initiative genre. C'est une initiative qui est totalement trans et pluridisciplinaire, puisque le genre intéresse aussi bien les sciences dites dures que les sciences dites humaines, en passant par la biologie, la médecine. Enfin, il n'y a pas un champ disciplinaire qui ne puisse être concerné par les questionnements sur le genre. Donc, nous avons choisi, dans le cadre de l'initiative genre et de Philomèle, nous avons choisi de donner à cette présentation de l'initiative la forme de portes ouvertes à l'une de nos activités régulières, à savoir ce séminaire genre et autorité qui existe maintenant depuis plusieurs années, et d'ouvrir donc ce séminaire à non seulement les membres de Philomèle, non seulement à nos étudiants de master, non seulement à ceux qui sont intéressés par le sujet précis de cette séance et par la présentation que va en faire Benjamin Thierry, que je remercie et que nous allons remercier et présenter dans un instant, mais donc toutes celles et ceux qui auraient aussi des questions plus larges sur ce que c'est que cette initiative genre, même ce que c'est que Philomèle, qu'est-ce que peut faire l'initiative genre pour vous, et pas que je veuille, vous susciter votre intérêt, mais un petit peu quand même. Je veux dire, c'est grâce à l'initiative genre, par exemple, et je ne donnerai que cet exemple-là, que nous disposons depuis l'an dernier de 2 contrats doctoraux spécifiquement fléchés genre, 2 contrats doctoraux au moins, puisque cette année on en a même 3, 2 contrats doctoraux genre par an sur 4 ans, qui est la durée du programme de l'initiative genre. Voilà, et plein d'autres choses encore, mais pour en savoir plus sur ces plein d'autres choses encore, nous réserverons, après
l'intervention de Benjamin Thierry. Après la discussion et le débat sur l'intervention de Benjamin Thierry, nous réserverons un temps spécial aux questions sur le fonctionnement de Philomèle, le fonctionnement de l'initiative genre, sur ce que c'est plus précisément que cette initiative genre, sur comment elle peut vous intéresser chacune et chacun d'entre vous, comment vous pouvez y participer et collaborer. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a une équipe formidable qui permet que tout ça ait lieu. Et je vais passer très rapidement la parole à Aurore pour qu'elle nous explique précisément comment les uns et les autres nous poseront, vous poserez vos questions, par quel biais, quand il faut qu'on allume nos caméras, quand il faut qu'on les éteigne. Aurore, merci et je vous passe la parole. Oui, bonjour. Alors, effectivement, très vite, je pense que vous avez sans doute déjà pas mal compris, mais il y a en fait 2 plateformes aujourd'hui. On a Zoom et YouTube pour la rediffusion plus large et pour l'enregistrement aussi. Du coup, quand vous aurez des questions à poser, si vous êtes sur YouTube, passez par le chat et moi, je transmettrai du coup sur Zoom. Tandis que si vous êtes sur Zoom, le mieux serait que votre caméra soit éteinte quasiment tout le temps. Alors, c'est un petit peu dommage pour le côté vivant de la réunion, mais c'est mieux pour YouTube. Et allumez votre caméra dans ce cas quand vous êtes en train de poser une question ou en train d'échanger avec les intervenants d'aujourd'hui. Je m'autoriserai du coup à couper les caméras quand elles seront... quand il faudra les couper. J'espère que vous le prendrez pas mal, mais ce sera pour qu'on puisse enregistrer les choses en bonne et due forme sur YouTube. Voilà. Et n'hésitez pas, s'il y a un souci technique, à me contacter dans le chat en privé, comme ça on peut s'en occuper discrètement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Aurore. Et maintenant, Frédéric, je te laisse présenter notre invité du jour. Oui, avec plaisir, Anne, merci. Et merci beaucoup à vous, Benjamin, d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur un thème, un sujet, une problématique qui ne nous est pas familière d'ordinaire, mais qui nous paraît vraiment passionnante. Donc, je vais prendre le temps, en quelques minutes, de présenter vos travaux avant de vous céder, sans plus tarder, la parole. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, Benjamin Thierry est maître de conférences en histoire contemporaine à la faculté des lettres de Sorbonne Université, et il est par ailleurs vice-président numérique de Sorbonne Université depuis 2018. Ses travaux portent sur l'histoire du numérique, aussi bien en France qu'en Amérique, qu'aux USA. Et il est l'auteur de très nombreux articles, ouvrages, essais sur la question, et j'ai décidé, pour des raisons d'économie, de n'en citer que 2 aujourd'hui. D'abord, un ouvrage consacré au Minitel. Alors, ceux d'entre vous qui ont moins de 40 ans, peut-être, ne se souviendront pas du temps du Minitel, mais ça a été en effet une avancée majeure. Et le sous-titre de l'ouvrage de Benjamin Thierry est l'enfance numérique de la France. Moi, je vais acheter ce livre parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je me souviens avec mes parents, et toute une histoire autour du Minitel qui a fait les grandes heures, en effet, de l'entrée de la France dans l'ère du numérique. Et je voudrais mentionner également un ouvrage qui a été publié en anglais, intitulé Connecting Women, Women, Gender and ICT. Alors ICT, c'est pas l'Institut catholique de Toulouse. Hein. ICT, c'est les technologies d'information et de communication, hein. Information Communication Technologies. In Europe in the 19th and 20th century, donc en Europe dans les années au 19e et 20e siècle, et qui traite donc de la place des femmes dans le développement des technologies de l'information et de la communication en Europe, aussi bien au 19e qu'au 20e siècle. Donc, très vaste sujet, passionnant, qui fait, je crois, de Benjamin Thierry une sorte d'objet très rare parmi les historiens des questions contemporaines.
communication qu'il nous propose aujourd'hui dans le cadre du séminaire Genre et autorité s'intitule L'ordre viril, femmes et information des années 1940 à nos jours. Nous vous écoutons, Benjamin, et encore grand merci d'être parmi nous aujourd'hui dans des conditions un peu particulières. Bon, grand merci de m'avoir invité pour cette séance de séminaire, Anne et Frédéric. Merci également à Aurore qui a mené l'organisation de main de maître. Hein. Nous sommes tous connectés, le son est correct, le flux est diffusé sur YouTube. C'est formidable. Bon, c'est un double plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui. D'abord parce que c'est vrai, avec ma casquette de vice-président de Sorbonne Université, je me félicite de voir les initiatives s'ancrer dans la communauté et stimuler des réflexions de la qualité de celles qu'on va voir se développer dans l'initiative genre et également beaucoup d'autres. Bon, j'abandonne définitivement pour cette séance ma casquette de vice-président. Le deuxième plaisir, c'est bien entendu en tant que chercheur de venir vous parler et discuter avec vous de ce sujet, de la place des femmes dans le numérique, que j'ai abordé par la bande dans mes travaux, puisque moi je suis une espèce un peu rare, historien de l'informatique, et que très longtemps, et je commence souvent mes interventions sur le genre en le mentionnant avec une grande honnêteté, je ne me suis pas rendu compte de cette absence des femmes dans les sources que je consultais et dans les travaux que je menais. Pourtant, j'ai eu longtemps la prétention de travailler sur les liens du numérique et du grand public, de cette sortie du laboratoire, de tous les dispositifs qui nous entourent aujourd'hui. Et il a fallu qu'avec Valérie Schaffer, qui est la coéditrice du livre que Frédéric a mentionné, Connecting Women, nous organisions un colloque dans le cadre du LabEx Aîné, pour aborder ces questions. Aîné, écrire une nouvelle histoire de l'Europe, et ça a débouché sur la publication de cet ouvrage en 2017, qui est un premier pas pour prendre la mesure dans le domaine des technologies de la communication, de la place des femmes et des questions de genre. Alors, cette histoire, aujourd'hui, je vais la réduire à mon petit champ de connaissances qui est étroit et qui est celui de l'informatique. En mentionnant d'abord en introduction l'importance que la prise en compte du genre a connue ces dernières années. C'est un sujet qui, jusqu'aux années 80, est traité en filigrane. Et puis, je vois la présence d'Isabelle Collet, qui est une très bonne spécialiste de la question parmi nous. Bonjour Isabelle. C'est un sujet qui est néanmoins resté en marge jusqu'à ce qu'il émerge de manière tout à fait importante, d'abord aux États-Unis dans les années 90 et puis en Europe dans les années 2000 et 2010. Et aujourd'hui, du fait des initiatives et de la prise de conscience de nos institutions, de ce déficit de femmes dans les technologies de l'information et de la communication, eh bien, c'est un enjeu qui est un enjeu politique de poids. Ce que je vais essayer aujourd'hui de faire, et je vais commencer à partager mon écran, parce que je vous ai préparé une présentation qui sera sûrement plus agréable à regarder au fil de mon propos, c'est d'abord de remettre en perspective cette question de la place des femmes dans l'informatique en me centrant autour de l'espace nord-américain. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un espace que je connais bien pour l'avoir travaillé, et ensuite parce que c'est naturel, du fait du poids de l'industrie nord-américaine en matière de numérique. On a là un terrain d'investigation dont les conséquences des décisions qui sont prises, mais également de l'influence culturelle se font sentir en Europe. Cette question du genre dans le numérique, elle est intéressante également sur une autre thématique qui est chère aux historiens, qui est celle de la mémoire, que je vais développer, avec les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui pour apprécier à sa juste valeur cette question de l'absence de longue durée des femmes dans l'informatique, l'émergence de grandes figures qui sont commémorées aujourd'hui et qui constituent autant d'arbres qui cachent la forêt en quelque sorte, et dont il faut réévaluer également la place.
Ce que je vais donc essayer de faire, c'est de vous proposer un parcours qui nous emmènera durant les années 40, au moment de la naissance de cette technologie qu'est l'informatique dans le giron de l'armée. J'imagine que ce sont des choses que vous connaissez, avec l'examen du mythe de l'âge d'or féminin dont on nous parle parfois, une période bénie où les femmes auraient eu le rôle qui leur revient dans l'orbite de la naissance de cette technologie, âge d'or qu'il va falloir eh bien, nuancer et contextualiser. Il n'est pas aussi beau qu'on peut le lire parfois. On verra ensuite que, eh bien, il y a, et c'est tout à fait intéressant, l'établissement d'un véritable ordre viril sur les cultures informaticiennes. Durant les années 60, il y a une professionnalisation qui va s'accompagner d'une naturalisation des compétences considérées comme naturellement masculines, qui vont bloquer les capacités des femmes de prendre une place au moins égale à celle des hommes, sujet qui a été particulièrement bien travaillé par les collègues nord-américains, sur les travaux desquels je vais m'appuyer dans le domaine de la programmation, qui développe un ethos professionnel qui est très marqué par ce rapport à la virilité. Pour la séparer, je reviendrai sur le concept d'ordre viril de ce qu'on pourrait entendre sous le terme de masculin, qui est un peu trop englobant et un peu trop lié à un ordre biologique. On est là dans le domaine de la construction d'un certain nombre de valeurs collectives, de cherry-picking de valeurs dans ce que l'on pense être dans ces cercles la masculinité, pour constituer un ordre viril qui s'oppose aux capacités ou aux compétences supposément naturellement détenues par les femmes. Et puis enfin, j'élargirai le scope, parce qu'il ne faut pas faire porter à l'informatique des tares qui ne sont pas les siennes, pour constater à quel point dans l'espace nord-américain, en fait, cet ordre viril, il repose pas simplement sur l'informatique, mais plus globalement sur les technologies, et il s'installe dans la longue durée, bien avant l'informatique, et malheureusement, si rien n'est fait, il continuera à durer bien après également. Donc, il y a un parcours en 3 temps. Je suis un pur produit de la Sorbonne, je fais toujours mes plans en 3 parties. Vous m'en excuserez, ça n'est pas très exotique, mais qui essaiera de comprendre quels sont les ressorts de cette absence extrêmement notable des femmes dans ce domaine. Alors, pour entrer rapidement dans le propos, je vais essayer de forcer ma nature et de ne pas être trop long pour laisser de la place à la discussion. Je vous propose de commencer à examiner cet âge d'or féminin qui aurait accompagné la naissance de l'informatique durant les années 40 aux États-Unis. Ce sujet, il a été assez longtemps peu considéré par l'historiographie de l'informatique. Jusqu'aux années 1980, on a assez peu de travaux sur la question. Et d'ailleurs, Joanne Rothschild, qui est l'une des bonnes spécialistes de la question, dans un ouvrage qui avait fait date en 1983, Machina XDA, soulignait que les grandes revues comme Technology and Culture ne font quasiment pas cas du rôle des femmes dans l'histoire du numérique. Les choses vont changer dans les années 90 avec l'ouverture d'un arc narratif et académique qui met la question du rôle des femmes dans l'informatique au cœur des préoccupations de certains historiens, et surtout de nombreux journalistes qui tentent à ce moment-là d'expliquer la sous-représentation féminine qui leur est contemporaine dans les emplois et les formations liées au numérique par, eh bien, c'est un bon réflexe, un retour dans la longue durée sur la place que les femmes ont occupée durant les années 50 et 60 notamment. Alors, bien entendu, à ce moment-là, l'explosion du web, de ce que l'on va appeler par la suite le capitalisme de surveillance et de ces GAFAM qui aujourd'hui nous dominent, il n'est pas totalement étranger à cette prise de conscience et aux interrogations que cela engendre, parce que les femmes y sont minoritaires, particulièrement dans les postes à orientation technologique, et que cela interroge. C'est dans ce cadre que l'on va redécouvrir notamment un groupe de femmes, les ENIAC Girls, qui sont 6 femmes qui participent au premier projet de conception d'un ordinateur moderne. Alors, je garderai un silence pudique sur cette controverse pour savoir si l'ENIAC est bien le premier ordinateur moderne, parce que ça ne nous intéresse pas aujourd'hui.
Et ces ENIAC Girls vont être considérées comme les figures représentatives de l'invisibilisation massive dont les femmes ont été l'objet, particulièrement durant cette première période d'existence, cet âge d'or de la fin des années 40 et des années 50, qui conduit donc à passer leur rôle tout à fait central dans l'édification de cette technologie naissante. Quelques mots de contexte sur l'informatique des années 40, parce que parfois on est surpris de découvrir que l'informatique a une histoire et surtout qu'elle remonte aussi loin dans le XXe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, il y a un besoin de calcul massif qui est ressenti par l'armée américaine et par l'ensemble du complexe militaro-industriel, besoin de calcul massif qui est lié à la production des armements. On a, par exemple, la nécessité de calculer ce que l'on appelle des tables balistiques pour l'armée. Les tables balistiques, c'est ce qui permet, par exemple, d'utiliser des pièces d'artillerie en prenant en compte la distance à la cible, les conditions météorologiques, et tout ça est confié à des officiers qui peuvent utiliser correctement les armements qu'on leur met entre leurs mains. Pour réaliser ces tables balistiques, ce qui est fait jusque-là, c'est de rassembler dans de vastes hangars des jeunes femmes, pour la plupart, qui sont diplômées du secondaire et à qui on confie des opérations arithmétiques de base à réaliser, opérations arithmétiques qui, une fois remises en cohérence, permettent de réaliser des calculs plus complexes qui sont ensuite la base des tables balistiques que l'on va éditer pour chacun des types d'armements dont on a la responsabilité dans l'armée américaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc un besoin de calcul où en même temps une marge d'automatisation de ces calculs qui sont extrêmement nombreux et extrêmement chronophages, et que c'est là l'une des grandes motivations qui va pousser à la naissance de plusieurs projets de calculateurs censés pouvoir automatiser ces calculs. Et au sein de ces projets, il y en a un qui va connaître une postérité particulière, c'est le projet PX, qui est lancé et financé sous l'égide de l'armée le 17 mai 1943, pour construire l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, qui est considéré comme le premier ordinateur moderne, parce qu'il est entièrement électronique, pour satisfaire à ses besoins de calcul. Alors, le projet est placé sous la direction de deux grands noms de l'histoire de la discipline, John Mauchly et Presper Eckert, qui travaillent à la Moore School de l'Université de Pennsylvanie, et qui se lance dans la réalisation, vous en avez une image, je pense, sur vos écrans, de ce monstre technologique des années 40 qui va pouvoir accélérer les calculs qui étaient faits jusque-là à la main et à la règle de calcul au service de l'armée. Alors, pour vous donner une idée de ce que représente cette diva technologique, l'ENIAC, c'est 17 000 tubes à vide, c'est plus de 70 000 résistances et environ 5 millions de soudures qui ont été entièrement réalisées à la main. Ça pèse 30 tonnes. Donc, rien à voir avec ce que vous avez aujourd'hui sur votre bureau pour suivre cette conférence. Cet ordinateur est fonctionnel fin 1945. Il est bien entendu secret défense. Son existence sera révélée l'année suivante au grand public. Et sa rapidité de calcul satisfait les espoirs qu'on a placés en lui et surtout les centaines de milliers de dollars qu'il a coûté, puisque jusque-là, en moyenne, pour réaliser une table de calcul à la main, il fallait une douzaine d'heures pour un opérateur humain. L'ENIAC, lui, la calcule en moins de 3 secondes, ce qui vous donne une idée de la progression qu'il permet de réaliser en matière de réalisation de ces calculs et de production de ces tables balistiques. Dans ce cadre, les ENIAC Girls sont 6 femmes qui sont recrutées pour paramétrer la machine. Et on en oublie pendant un temps plus ou moins long l'existence, puisque ce qui va véritablement en faire des figures au sens médiatique du terme, c'est un documentaire de 2013 qui sort 67 ans après la révélation au grand public de l'existence de la machine, un documentaire qui est réalisé par Cathy Kleinman et qui va s'accompagner d'une vague d'articles
commémorant le rôle joué par ces 6 femmes, Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Schneider, Marlene Westcott, Frances Bilas et Ruth Lichterman. Dans le sillage du documentaire et des articles qui sortent, on redécouvre également des travaux pionniers d'historiennes qui ont travaillé sur ces femmes. Je pense à Jennifer Light en 1999, par exemple, et on entre dans cet arc narratif commémoratif de la place de ces 6 femmes qui ont joué le rôle de bonnes fées penchées sur le berceau de Laignac. Alors, dans ce cadre-là, on a 2 thèmes qui apparaissent dans le traitement de cette histoire des ENIAC Girls. Le premier, c'est l'idée de l'apport déterminant de ces 6 ENIAC Girls qui a été invisibilisé du fait qu'elles aient été des femmes. Et le deuxième thème récurrent, c'est l'idée que les ENIAC Girls seraient le symbole de l'âge d'or de la participation féminine dans les années 40 et 50, à ce moment fondateur qui est la préhistoire de l'informatique états-unienne moderne. Ces 2 idées, elles sont relayées et donnent à voir ce que Judy Bachman, par exemple, appelle la hidden history des femmes dans l'informatique. Très rapidement, c'est un processus qui est assez classique dans les phénomènes de mémoire et de réhabilitation de la mémoire. On a des articles qui sortent dans la presse nord-américaine, puis européenne, et qui nous expliquent, alors là je cite des extraits d'articles, ces 6 femmes ont révolutionné le monde de l'informatique comme nous le connaissons aujourd'hui, à un moment où, je cite toujours, l'informatique était un monde de femmes, ou encore une période formidable pour les femmes, et que tout ça s'est arrêté dans les années 50. Alors bien entendu, ces assertions, cette place que prennent les ENIAC Girls relèvent très largement de la légende dorée, d'une réinterprétation des faits qui est gouvernée notamment par une vision traditionnaliste de l'histoire où on ressent le besoin de faire émerger des grandes figures et notamment des grandes figures féminines pour rééquilibrer le rapport femme-homme dont la réalité est occultée par les phénomènes d'invisibilisation, ce qui conduit à avoir une image finalement assez biaisée de la place de ces femmes comme travailleuses dans le projet ENIAC et de leur position éminemment subalterne occupée dans ce projet qui est organisé, comme tous les grands projets universitaires de l'époque, selon une logique très patriarcale et extrêmement hiérarchique. Ces ENIAC Girls, du point de vue de l'historien, et si l'on analyse les tâches concrètes en historien de l'informatique, eh bien, d'abord, on est frappé par la place subalterne qu'elles occupent dans le projet ENIAC. Dans le processus global de travail autour de la machine, si on doit le résumer pour bien comprendre les choses, la conception des calculs, c'est-à-dire la résolution mathématique du problème qui se pose. Et sa mise en équation est réalisée par des planers, des mathématiciens d'assez haut niveau qui traduisent un problème, une parabolique de tir par exemple, en équation, et qui saucissonnent, si j'ose dire, ensuite la difficulté en opération de base qu'il va falloir confier au calcul de la machine, l'ENIAC, ou avant l'ENIAC, comme je vous l'ai expliqué, à ces armadas de petites mains qui calculent dans les hangars de l'armée. Au milieu des années 40, ces planers, ils se confondent encore très largement avec les concepteurs de la machine, et en l'occurrence ici, vous en avez un cliché à l'écran, à Presper Eckert et Mauchly, qui sont les concepteurs de l'ENIAC et qui vont piloter également les premières grandes opérations de calcul confiées à la machine. 2 universitaires américains, tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec un joli nœud papillon pour l'un, une cravate pour l'autre et des costumes sombres, des gens à qui l'armée peut faire confiance sans réserve. En deçà de cette échelle des planers se trouvent les coders. Les coders, ce sont celles et ceux dont font partie Betty Jennings et son équipe, qui sont chargés de paramétrer la machine pour qu'elle réalise ce qu'on lui demande. L'ensemble des calculs simples qui, mis bout à bout, vont permettre
de trouver la solution au problème qui a été posé et formalisé par les planers. Les coders vont être également, et c'est le cas des ENIAC Girls, responsables de surveiller le bon déroulement de l'opération. En effet, vous avez pu le constater, l'ENIAC n'a rien à voir avec les machines que nous connaissons aujourd'hui. Pas de clavier, pas d'écran, pas de souris, bien entendu, pour interagir avec lui. Et pour le paramétrer, il faut le câbler. Et vous avez également ce cliché d'une partie des ENIAC Girls qui réalisent ces câblages qui sont extraordinairement complexes à réaliser pour que les différents organes de calcul de la machine puissent réaliser correctement ce qu'on souhaite lui faire faire. Ce sont également elles qui surveillent le bon déroulement du calcul. Les lampes de l'ENIAC ont la mauvaise habitude de griller pendant les calculs. Il faut donc les changer, dépanner la machine, trouver la panne et la solutionner. C'est d'ailleurs pour l'histoire de la culture informaticienne à ce moment-là qu'on invente le terme de bug, ces petits insectes qui vont se loger sur les parties chaudes de la machine et qui grillent avec la lampe et empêchent le bon déroulement de l'opération. Elles sont donc responsables de cette ultime phase qui conduit à la réalisation du calcul. Alors, quelles conséquences on peut en tirer de cette analyse? La première, c'est que la nature de la tâche qui est confiée à ces 6 jeunes femmes relève d'une condition très subalterne dans l'organisation. Elles occupent dans un processus qui est fortement hiérarchisé, dont le sommet de la pyramide est occupé par la conception théorique de la machine, la traduction des problèmes posés en expressions mathématiques. Elles occupent l'étape dernière, à la fois dans le processus d'un point de vue chronologique et également dans le processus sur l'échelle des valeurs qui lui sont associées. Dans l'organisation du travail des années 40, ces femmes, elles héritent du statut qu'avaient leurs collègues responsables des calculs réalisés à la main. Le calcul des codeurs, il est considéré comme un travail de bureau, routinier. D'ailleurs, Van Neumann et Goldstein, qui sont les 2 têtes pensantes du projet, John Van Neumann, c'est un autre grand nom de l'histoire de l'informatique. On lui doit des réflexions sur les architectures des ordinateurs, qu'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il considère que ce processus du codage, du câblage de la machine, il est mécanique et qu'il faut rechercher des gens qui ont des capacités de rigueur qui dominent toutes les autres compétences qu'ils peuvent avoir. La créativité passe au second plan, il faut être capable de faire ce qu'on vous demande de faire dans les termes qui sont donnés. C'est donc l'opposé d'une activité noble. Une activité noble dans ce registre universitaire, c'est une activité qui est à la fois créative, autonome, dans les moyens et les solutions déployés pour la réaliser. On est donc dans un processus d'héritage d'une échelle de valeur qui naît au XIXe siècle et dans l'organisation patriarcale du bureau, dans le cadre d'une naturalisation des compétences féminines, qui vont être considérées comme particulièrement appliquées au travail, dociles, qui ont une capacité à suivre mécaniquement les processus qui sont conçus par d'autres, et qui sont donc autant de valeurs recherchées chez ces jeunes femmes. Comme vous le constatez, cela commence sérieusement à contredire l'idée d'un âge d'or où les femmes auraient pu s'épanouir dans le cadre de ce type de tâches. Seconde conséquence de l'analyse de la situation concrète de travail, il est en fait anachronique de parler des ENIAC Girls comme des ancêtres des programmeurs et des programmeuses. Ce sont des tâches qui relèvent du paramétrage plus que de la programmation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et vous savez à quel point les historiens sont sensibles à l'anachronisme. C'est un anachronisme d'associer les 2 terme à terme. Ce n'est pas du tout la même nature d'activité. Comme l'a bien souligné Nathan Ensmerger, qui est un collègue nord-américain, il y a une très grande différence entre ce qu'on entend à l'époque par paramétrer la machine, to set up, et la coder, to code, avec ce qu'on entend aujourd'hui par programmer un ordinateur. On est dans des registres qui n'ont rien à voir. Alors, ça ne revient pas à dire qu'il n'y a pas eu l'émergence d'un savoir-faire tout à fait unique dans la maîtrise de la machine par ces 6 opératrices. Et l'histoire ouvrière, notamment, nous a habitués à débusquer et à lire ces savoir-faire buissonniers, non reconnus par les hiérarchies constituées pour ce qu'ils sont, de réels savoirs opératoires qui vont assurer la réussite d'une tâche qui est
bien souvent imparfaitement comprise par le management, qui est lui-même bien éloigné des contraintes quotidiennes d'utilisation de ces manières de fonctionner. Alors, on a foultitude de témoignages qui permettent de renforcer cette constatation. On a notamment les témoignages de Betty Schneider, qui est revenue sur sa carrière au sein du projet ENIAC et ses interactions avec les planers du projet et les concepteurs de la machine, où elle va apporter elle-même des concepts importants de fonctionnement nécessaires à la bonne marche de l'ENIAC, mais qui ne sera jamais reconnu à l'égal d'un Eckert ou d'un Mauchly, bien entendu. Première constatation, on n'a donc pas d'âge d'or. C'est une période où les dominations sur la main-d'œuvre féminine s'héritent et pèsent dans ce nouveau registre qui est celui de l'informatique. Alors, les choses vont évoluer dans les années 50 et 60. On abandonne cette période un peu héroïque des premiers calculateurs qui ont des lampes qui grillent et dont il faut s'occuper comme du lait sur le feu pour voir s'établir dans les années 60, surtout les années 50 sont une période de transition en la matière, une sortie de l'ordinateur des grands laboratoires et une première diffusion de ces machines dans les grandes entreprises, les administrations, au service de la comptabilité, au service de la gestion des stocks, une première diffusion de l'outil informatique, particulièrement avec l'irruption des ordinateurs. J'imagine que les marques vous disent quelque chose, les grandes machines IBM des années 60 ou DEC, Digital Equipment, qui vont devenir des best-sellers dans l'espace nord-américain. Cette sortie de l'ordinateur va donc s'accompagner d'une nécessité d'augmentation du nombre des travailleurs capables de maîtriser ces machines, et particulièrement une augmentation du nombre des programmeurs qui vont permettre, dans les entreprises ou dans les administrations, de formaliser les problèmes qui se posent et de les faire résoudre par la machine. C'est dans ce cadre-là que le virage de la professionnalisation et de la massification de la profession de programmeur s'installe. Alors, je vous ai mis des courbes que j'ai dressées sur la base des départements de l'éducation américains et de l'US Census Bureau, qui vous montrent deux choses. Le nombre de travailleurs et de femmes en milliers dans l'informatique. Là, d'ailleurs, il y a une coquille dans l'informatique. Dans l'informatique, ce n'est pas nécessaire, de 70 à 2014, qui est la période qu'on peut le plus facilement documenter avec les associations professionnelles. Et puis, le nombre de femmes diplômées en informatique, master et doctorat aux États-Unis. Alors, ces chiffres, ils sont intéressants parce qu'ils nous montrent plusieurs choses et ils nous permettent de caractériser ce virage de la professionnalisation et de la massification. D'abord, qu'on a au début de la période un accroissement qui est d'abord modéré du nombre des travailleurs, qui va aller en s'accélérant. Durant cette période, l'accroissement de la part relative des femmes dans l'IT, le domaine professionnel qui va bientôt dépasser de beaucoup la seule programmation, jusqu'aux années 90, atteint un plafond qui se situe à peu près 30% du nombre total des travailleurs qui sont des femmes sur l'ensemble du secteur. Plafond qui connaîtra des oscillations depuis les années 90, mais qui est, à l'échelle de la décennie, relativement stable. Ensuite, on a là un phénomène assez classique de massification du recrutement masculin. Durant l'ensemble de la période, grosso modo des années 60 jusqu'à nos jours, le nombre de salariés le plus important recrutés par le domaine, ce sont des hommes, 70% de ces salariés. Comment est-ce qu'on explique ce déséquilibre? Première chose, jusqu'aux années 60, on a un phénomène de rattrapage modéré dans un secteur qui manque cruellement de personnes à recruter. Ce rattrapage, il va puiser dans le réservoir des diplômés de l'enseignement supérieur nord-américain en physique et en mathématiques, où les femmes ne représentent à ce moment-là que 10% des diplômés. On a donc une première phase où les hommes noient littéralement les recrutements
qui sont faits. On est, sur le plan culturel, à ce moment-là, dans une période de transition également, puisque les valeurs qui organisent l'éthos professionnel du programmeur ne sont pas encore celles qu'on va voir apparaître dans les années 60. On considère encore ces tâches comme des tâches qui sont des tâches de bureau, pas très intéressantes, dont on ne comprend pas très bien où il faut les placer dans l'organigramme des sociétés ou des administrations. C'est dans un deuxième temps, après les années 60, qu'on voit une accélération du secteur se faire, à la fois en part de marché, en nombre de salariés nécessaires, où les hommes vont être, encore une fois, massivement recrutés au détriment des femmes qui ont commencé à être plus diplômées qu'elles ne l'étaient 10 ans auparavant. Et là, l'effet principal qui explique le maintien de ce déséquilibre, c'est que la culture professionnelle de l'IT s'est développée et qu'on a, dans cette professionnalisation, la mise en place d'un ordre viril, d'une naturalisation des compétences qui sont nécessaires pour être un bon programmeur notamment, et c'est la profession qui a été la mieux étudiée sur ce plan-là dont on peut se servir, avec des qualités qui sont considérées comme étant détenues naturellement par les hommes. Donc le deuxième virage est raté et continue à faire sentir ses effets jusqu'à aujourd'hui. Cette professionnalisation, on la voit à l'œuvre dans des sources multiples et variées, notamment dans cet ouvrage, alors qui a été cité à de multiples reprises, qui est devenu un classique, celui de Joseph Weizenbaum, Computer Power and Human Reason, qui est une longue déploration par l'un des grands professeurs d'informatique du MIT, du virage de la profession d'informaticien vers ce qu'il appelle les computer bums. Les computer bums, ce sont des étudiants, et là je cite Weizenbaum, qui sont penchés toute la journée sur les imprimés sortis des ordinateurs comme sur un texte cabalistique, qui mangent ce qu'on veut bien leur apporter quand ils ont le temps, qui cherchent à dormir près de la machine parce qu'elle les fascine et qui commencent à être barbus et négligés et surtout, a priori, parfaitement incapables d'établir des relations sociales avec quiconque. Alors, on a une multitude de citations, toutes plus drôlatiques les unes que les autres. Weizenbaum nous dit aussi « leurs vêtements froissés, leurs visages non lavés et non rasés, leurs cheveux non peignés, tout cela témoigne du fait qu'ils n'ont pas conscience de leur corps et du monde dans lequel ils évoluent. Ils n'existent, du moins lorsqu'ils sont occupés, que par et pour les ordinateurs. » Et c'est intéressant parce que, bien entendu, cette image que le cinéma ensuite popularisera, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre cet exemple tiré de Jurassic Park 20 ans plus tard de Denis Nedry, qui est montré comme la caricature la plus parfaite du nerd, de l'informaticien collé à ses machines, va en quelque sorte constituer le pivot de référence des qualités qui sont celles du bon programmeur et qui sont considérées à cette date comme des qualités qui sont typiquement masculines. On dit des programmeurs à partir des années 60 qui sont « born, not made ». On ne fait pas un bon programmeur. Il est bon parce qu'il a ces qualités. Et là, on assiste à un verrouillage sur le plan culturel qui va empêcher une bonne partie des femmes, non seulement de se sentir proches de cette profession et des attentes qui sont les siennes, mais qui vont également, du côté de ceux qui occupent les postes, les pousser à considérer que finalement, il n'y a pas grand-chose de commun entre ce qu'on leur présente comme étant le bon programmeur et éventuellement celles qui postulent sur le poste, phénomène de verrouillage qu'on a connu dans d'autres éléments. Ce qui est intéressant, c'est que cet ethos professionnel, il est en grande partie désiré par les hommes parce qu'il leur permet d'asseoir leurs compétences, de revendiquer des salaires plus élevés, et c'est la raison de la présence de cette publicité Bureau des années 60 pour échapper à la position très subalterne qu'on voit encore sur la représentation de la secrétaire face au clavier qui tape ce qu'on veut bien lui faire taper sur la machine et des hommes qui décident, pour ne pas être aussi mal payés qu'elle ne l'est, eh bien, ils fondent cet ethos professionnel particulier, celui du nerd, celui du programmeur fanatique, qui va leur permettre d'illustrer la compétence qu'ils sont censés détenir.
Alors, les résistances, il y en a eu à ce moment-là. Il y en a eu, et face à cette naturalisation, il y a deux stratégies qui ont dominé pour résister du côté des femmes ou de ceux qui défendent leur cause. La première, ça a été la contre-naturalisation des compétences. Et alors là, on a un numéro de Cosmopolitan en 67 qui est absolument délicieux à lire, dans lequel on trouve l'article de Computer Girls qui nous explique qu'en fait, croire que les hommes sont les seuls bons programmeurs est une erreur parce que les femmes détiennent naturellement aussi des compétences qui font d'elles de bonnes programmeuses. Et lorsqu'on lit l'article, on découvre que d'abord, ces compétences, elles sont assez similaires au fait de planifier un dîner, que l'informatique est un emploi qui est parfaitement adapté aux femmes parce qu'on peut y rencontrer son mari, et qu'en plus, les femmes seront accueillies à bras ouverts par les autres programmeurs de l'entreprise parce qu'elles sont quand même beaucoup plus agréables à regarder durant les longues journées de travail. Et là, on a un fabuleux exemple de naturalisation contre naturalisation qui n'est pas tout à fait productif. Pour mémoire, à cette date-là, aux États-Unis, il y a 20 000 femmes qui occupent un poste de programmeur seulement. Face à cette stratégie, l'autre élément, ça va être l'établissement des grandes figures, dont les ENIAC Girls sont un des exemples parmi d'autres. Grandes figures qui très souvent vont reposer sur le biais du survivant, avec des femmes qui atteignent des postes de responsabilité et qui expliquent en substance, eh bien, si moi j'ai réussi, pourquoi pas vous, ce qui ne conduit pas à dénouer les facteurs structurels de la sous-représentation féminine. Ça sera le cas avec Joyce Vazberker, par exemple, qui est l'une des premières programmeuses de jeux vidéo dans les années 70. On va mettre en avant cette figure auquel les femmes sont censées dans laquelle les femmes sont censées se retrouver, mais qui ne permet pas de comprendre le fonctionnement de ce système de domination. Système de domination qui est mis à jour relativement tôt. Si on lit les travaux de Rosabeth Moss-Kanter, qui est une sociologue à Harvard dans les années 70, elle décrit très précisément la manière dont la sous-représentation féminine dans le monde du travail fonctionne. Et c'est assez intéressant de constater que ces travaux sont relativement précoce, ou en tout cas que le phénomène de sous-représentation continuera longtemps après la publication de ces travaux. Dans Men and Women of the Corporation, Kanter explique bien comment les groupes majoritaires résistent à l'irruption de la minorité, que ce soit sur des critères de genre, sur des critères culturels, sur des critères ethniques, et que l'augmentation du nombre des travailleurs minoritaires n'est pas la solution parce que cela conduit, selon elle, à une crispation de la majorité qui peut aller jusqu'à la paralysie du collectif de travail. Ce qui pousse les managers ensuite à se dire que la bonne solution, c'est finalement de céder à cette majorité, de la laisser dans sa sérénité aveugle et tranquille en faisant baisser le nombre des minoritaires pour ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise ou du service. Sur cette base-là, nous sommes encore, je dirais, dans ce mouvement aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres aux États-Unis, le domaine de l'IT a même vu la part des femmes régresser dans les années 2000 sur le plan des emplois, en comparaison avec la décennie précédente. Et ces éléments culturels, la présence d'espaces qui sont peu propices, qui sont hostiles à l'expression de genre, sont encore relativement légion. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la presse quotidienne nord-américaine avec tous les problèmes de la communauté des bros, comme on les appelle, hein, des frères, des brothers dans la Silicon Valley ou dans les grandes entreprises du numérique. Ce que j'aimerais souligner avant d'engager la troisième et dernière partie, c'est que tous ces éléments d'analyse, résumés, un peu rapidement mis en scène, mais leur tourne, ils ne sont pas typiques à l'informatique et au numérique. Ils relèvent plus largement d'un ordre viril occidental qui pèse sur la sphère des techniques.
Et historien de l'informatique, je suis également naturellement un historien des techniques et je pense qu'il est tout à fait nécessaire de revenir vers la longue durée pour comprendre comment cet ordre viril s'installe, englobe le développement de l'informatique et son expansion, mais ne lui est pas une caractéristique propre. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a de multiples exemples de hobbies techniques, notamment, qui ont connu les mêmes types d'évolution et les mêmes captations par des communautés d'hommes qui y génèrent des valeurs, des hiérarchies de valeurs qui sont des valeurs viriles, considérées à l'époque à laquelle on les considère comme naturellement attachées au masculin. L'exemple le plus connu, alors que moi j'aime particulièrement parce qu'il est exotique vu d'aujourd'hui, c'est le sans-filisme amateur aux États-Unis qui naît entre 1910 et 1920, la réalisation de radios qui permettent de communiquer entre sans-filistes amateurs et qui, lorsqu'on compare le processus de mise en place de ce hobby, son lien avec la professionnalisation. On va avoir besoin d'opérateurs radio de plus en plus nombreux dans les corps d'armée, dans la marine marchande, et dans les valeurs qu'il affiche, est parfaitement identique à ce que l'on voit se développer dans le registre de la programmation dans les années 60. Des valeurs qui vont être excluantes, qui sont fondées sur la maîtrise technologique des dispositifs que l'on utilise, et qui vont être naturellement considérés par la société comme des hobbies masculins. Et vous avez cette belle couverture de Radio Amateur News d'avril 1920, où on a ce qui est absolument normal, un homme en train d'utiliser sa radio et de communiquer avec un autre homme. Cet ordre viril, il est viril et non pas masculin, parce que sa première caractéristique, c'est d'être extrêmement atomisé. L'ensemble des hommes ne se retrouve pas dans ces ordres virils qui sont très différenciés et qui parfois utilisent des valeurs extrêmement opposées les uns aux autres. Ici, je ne peux pas résister au plaisir de citer ce passage de l'éthique des hackers de Stephen Levy, qui est l'un des premiers grands livres sur la culture hacker, de la programmation, des pirates informatiques, etc., qui montre d'ailleurs une proximité assez importante avec les sans-filistes sur le positionnement en opposition assez nette avec des valeurs de séduction, des valeurs qu'on dirait traditionnellement viriles, qui sont présentes dans d'autres cercles masculins de la société. Stephen Levy cite un hacker relativement célèbre qui nous dit « Les hackers faisaient comme si le sexe n'existait pas. Si une fille sublime dînait à côté d'eux au restaurant chinois, ils ne la calculaient même pas parce que le concept de fille sublime ne faisait pas partie de leur vocabulaire. » Selon le hacker David Silver, lorsqu'une fille déboulait dans la vie d'un hacker, cela ne suscitait que des commentaires laconiques. « Ah oui, un tel a rencontré machine, il est un peu à l'ouest. » Avec cette idée donc des relations sociales qui sont impossibles, y compris avec le sexe féminin, qui est une structuration des valeurs associées en général à la maîtrise technique. À mesure que la maîtrise technique s'accroît, eh bien, l'homme se détache de ce qui pourrait le troubler dans l'acquisition de ses compétences techniques, et notamment des femmes. À côté, vous avez cette carte postale de radio-amateur américain du début des années 50 qui dit exactement la même chose sur un registre humoristique, avec une superbe créature en dessous assez typique de l'époque, auquel son mari, qui est en train de trifouiller sa radio, répond « Mais non chérie, je ne vais pas me mettre au lit, je suis en train de discuter avec CQ ». CQ qui est un pseudonyme de radio-amateur avec lequel il est en train d'entretenir une conversation probablement passionnante. Et c'est là où l'ordre viril ne peut pas être considéré comme un ordre masculin. Il est donc un ensemble de valeurs traditionnellement vues comme attachées au masculin, mais pas l'ensemble des valeurs. Et par exemple, tout le cinéma américain s'est amusé à montrer le pirate informatique ou le hacker comme étant l'objet de brimades de la part de ceux qui, à l'école, par exemple, détiennent le plus gros capital de séduction.
j'imagine parmi vous, il y a de bons connaisseurs de la culture américaine, hein, le film adolescent adore montrer le capitaine de l'équipe de foot du collège taper sur l'intello à lunettes qui va, quelques années plus tard, se retrouver programmeur. On a des valeurs masculines là, qui s'opposent. C'est un ordre viril ensuite parce que ce qui est commun à ces ordres virils, quand bien même les valeurs choisies ou mises en avant diffèrent, c'est l'opposition au féminin. Les valeurs sont choisies parce qu'elles s'opposent à ce que l'on postule être des caractéristiques ou des valeurs féminines. La maîtrise technique, c'est le cas. Et ces ordres virils, ils ne trouvent leur point commun, que ce soit l'espèce de virilité exacerbée qu'il y a dans certains cercles qu'on trouve dans le sport, par exemple, opposé à ce dédain des hackers, que dans la volonté d'opposer ces valeurs, aussi différentes soient-elles, avec ce que l'on pense être de l'ordre du féminin. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut parler d'ordre viril plutôt que d'ordre masculin. Alors, dans ce cadre, et j'arrêterai, et j'aurais presque réussi à tenir ma promesse de ne pas parler au-delà de 11 heures, l'une des questions les plus intéressantes, c'est la question de la reproduction et de la stabilité de ces cultures viriles, avec des éléments qui, dans la longue durée, là encore, sont tout à fait significatifs de leur ancrage profond dans les représentations et dans des processus de reproduction. Alors, je ne m'étendrai pas sur le sujet qui mériterait une séance à lui tout seul, mais dans le registre du numérique, il y a de la part des marques de matériel et ici de matériel de jeux vidéo, un ancrage extraordinairement fort dans cette hiérarchie des valeurs. Ici, vous avez cette publicité Texas Instruments de 79 qui est absolument parlante, où l'on voit très bien, si l'on fait une analyse même sommaire du rôle qui est occupé par chacun des personnages, que les deux membres masculins de la famille, le père et le fils, sont montrés dans un rôle actif par rapport aux jeux vidéo. Bon, même si c'est relativement mal joué, j'en conviendrai, de la part des acteurs qui ont été recrutés, le père a un doigt négligemment posé sur le clavier, le fils est en train de montrer quelque chose sur l'écran, la mère et la fille, elles sourient bêtement pendant ce temps-là et elles sont parfaitement passives. Donc on a là deux éléments qui sont intéressants et qui peuvent expliquer en partie cette reproduction, cette longue durée de ces cultures viriles qui s'installent. C'est d'abord leur ancrage dans l'éducation, qui posent des difficultés pour les comprendre, les débusquer et s'y opposer. Et ensuite, eh bien, dans les expressions de ce capitalisme tardif qui, bien entendu, les utilise et connaît leur pouvoir d'attraction et de ce fait les entretient, bien entendu. Alors, voilà ce que je voulais vous dire dans cet exposé nécessairement trop court vu l'étendue et l'importance du sujet. Si je résume en quelques mots les points saillants, d'abord ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a un continuum de domination du féminin dans le monde de l'informatique et qu'il faut se méfier des effets de reconstruction portés notamment par la presse qui est toujours à l'affût de personnages hauts en couleur qu'on présente sous leurs meilleurs auspices. Je pense que dans le cadre nord-américain, le cas particulier des ENIAC Girls permettrait de mener également entre nous une réflexion politique sur le fait qu'on ait délibérément choisi de les présenter comme les figures tutélaires des programmeurs et des programmeuses aujourd'hui de la Silicon Valley, plutôt que comme les figures tutélaires des travailleurs ubérisés et des tâcherons qui sont aujourd'hui broyés par l'ordre numérique. Là aussi, il y a un effet d'instrumentalisation de la mémoire qui est tout à fait intéressant. Ce que j'ai essayé de vous montrer ensuite, c'est que cet ordre viril, eh bien, il s'installe de manière extrêmement forte avec les deux virages de la professionnalisation et de la massification des emplois liés à l'IT aux États-Unis dans les années 60 particulièrement, ce qui engendre la naissance de cette culture viril, de cet ordre viril de la programmation et du numérique plus généralement, contre lequel on lutte toujours aujourd'hui pour faire la promotion, par exemple, auprès des filles, des filières qui mènent à ces diplômes. C'est-à-dire cet ensemble de valeurs qui ont été choisies et qui s'auto-entretiennent pour faire du numérique
une science d'homme. Et puis enfin, je plaide pour ma paroisse, et vous en m'excuserez, mais en bon historien, la nécessité de concevoir tout ça dans un temps long qui permet d'envisager ces cultures viriles comme des éléments saillants de notre anthropologie collective et occidentale, dont les avatars, en tout cas, se retrouvent dans des champs qui, a priori, peuvent paraître très différents et qui ne s'opposent pas, loin de là, qui se complètent. Notamment grâce à cette clé de voûte qui est celle de la culture virile ou de l'ordre viril qu'il ne faut pas penser comme simplement un ordre masculin. Ça serait beaucoup trop simple, malheureusement. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. C'était absolument passionnant. Ce qui nous manque dans ce genre de réunion, c'est la possibilité de vous applaudir chaudement et de vous remercier par la même occasion pour cette communication extrêmement passionnante, novatrice pour beaucoup d'entre nous. Alors, nous invitons désormais les questions à se poser, aussi bien sur YouTube que sur Zoom. Donc, vous savez que sur Zoom, vous pouvez intervenir facilement, directement par l'image. Sur YouTube, il faudra vous passer par Aurore, qui a déjà relayé pas mal de messages sur lesquels nous pourrons revenir le cas échéant, si certaines ou certains d'entre nous le souhaitaient. Alors, de manière à laisser à tout le monde le temps de formuler ces questions, j'ai pour habitude de poser moi-même la première question. J'en ai plusieurs, donc j'aurai de quoi réintervenir si nécessaire. Il me semblait que dans l'intitulé même, c'est une remarque plus qu'une question, mais je pourrais venir à une question, il me semblait que dans l'intitulé même de l'âge d'or d'un numérique au féminin, la réponse était déjà contenue, puisque cela convoquait le fantasme d'un paradis qui aurait précédé un ordre. Donc le fantasme d'un paradis qu'on retrouve évidemment chez Rousseau, chez Lacan, etc. Et ce n'est sans doute pas un hasard si l'on montre cet âge d'or comme étant celui de femmes qui s'occupent avec des cordons, de rebrancher des cordons, de faire du câblage, bien sûr, mais dans l'imaginaire, dans l'inconscient, tout cela me semble extrêmement signifiant, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent dans les technologies de la communication à un type de communication qui ne fait pas encore sens. Et que finalement, c'est au moment où il y aura la loi du père, où il y aura le nom du père, où il faudra que ça fasse sens, il faudra que ça communique, il faudra qu'il y ait du message, que l'ordre patriarcal va s'imposer. Alors ma question est la suivante. J'avoue que j'ai eu un petit moment d'adaptation à la définition de l'homme viril ou de la virilisation que vous nous avez donnée, même si je partage très largement vos analyses. Dans les exemples que vous avez donnés, le fameux nerd de Jurassic Park ou de toute une tradition du film de Hollywood, il me semble, moi, mais j'aimerais bien avoir votre avis, que le nerd est justement celui qui est désexualisé et qui présente plutôt l'image d'une espèce de cyborg, c'est-à-dire de mi-homme, de mi-machine, qui s'extirpe précisément de relations trop fortement genrées et qui est une sorte de post-humain, de trans-humain, qui du coup permet de neutraliser totalement la question des rapports de domination des genres. Et d'abord, je me demandais si j'étais le seul à penser ce genre de choses ou si ça avait déjà été formulé. Et surtout, comment vous réagissiez à partir de la définition que vous donniez de la virilisation des programmateurs, des informaticiens. Alors, c'est une excellente question, Frédéric, parce que effectivement, ce que l'ordre viril permet de susciter comme réflexion, c'est à mon sens la nécessaire adaptation du point de vue de celui qui participe de cet ordre viril face aux femmes. Et effectivement, je suis assez d'accord, il y a, en tout cas dans le traitement de cet idéal type du nerd désexualisé, en marge de la séduction, très désocialisé également dans ses relations avec les autres hommes,
une grille de lecture qui est la grille de lecture d'un autre groupe d'hommes qui dominent sur ce plan-là les nerds. Là où le nerd fait pleinement partie d'une culture virile, c'est au sens où les valeurs et les compétences qu'il détient sont définies par lui-même comme étant typiquement masculines et seulement détenues par les hommes. Et c'est là où je pense que c'est intéressant d'envisager ce pavage des cultures viriles qui entretiennent entre elles parfois des oppositions assez tranchées, voire des dominations également. Ça a été une des explications dominantes dans les années 90 de cette revanche en quelque sorte de celui qui a été dominé par la séduction dans le secondaire, de trouver dans l'ordre des technologies quelque chose qui lui permet à son tour de dominer celui qui le dominait hier en ayant un emploi mieux payé, mieux reconnu. On trouve également des nerds qui s'expriment assez clairement là-dessus. Je me souviens d'un excellent reportage américain où on avait ces galeries de hackers qui disaient ben voilà, ceux qui nous ont harcelés au lycée, on est très content de les recroiser aujourd'hui dans les stations-service et c'est eux qui servent à nos enfants les repas pendant qu'on part skier à la montagne. Donc voilà, effectivement, il y a la nécessité d'adopter cette pluralité des regards pour comprendre comment ces éléments se structurent les uns par rapport aux autres, et y compris au sein de ces cultures viriles, qui entretiennent parfois des compétitions sur des plans différents qui sont extrêmement âpres. Et en la matière, eh bien, le nerd trouve un refuge pour échapper à une forme de domination intravirile, en quelque sorte, en changeant de plan. Très intéressant, merci, merci. Merci beaucoup. Alors, la discussion est ouverte. Tout le monde est invité à participer. Je vais couper mon micro. Il y a des choses qui arrivent par YouTube et on peut les prendre à mesure qu'elles se présentent également. Et je peux lire, si vous voulez, je peux lire un des messages sur YouTube et ensuite sur Zoom, vous pourrez intervenir. Donc, sur YouTube, Marion Berard écrit ceci: en tant qu'ingénieur en microélectronique, comment expliquer la volonté de rééquilibrer le nombre de femmes dans les filières techno? On voit de plus en plus ingénieurs, sur les annonces d'emploi. Ça donne l'impression que ça progresse. Pour interpréter les résistances, ceux qui utilisent masculin générique, voire laissent tomber le fameux HF, crispation de la majorité aux USA. Et en France, qu'en est-il? Donc, je ne sais pas si vous avez des... Non, alors, moi, je suis pour le coup très honnête. J'ai déjà beaucoup de mal à interpréter le passé, donc je laisse le présent et le futur à d'autres. Voilà, je pense que ça évolue. Je pense qu'il y a d'autres forces également à l'œuvre qui permettent l'augmentation du nombre des femmes dans certains secteurs professionnels et dans certains secteurs de formation. Mais malheureusement, ce que j'aurais à en dire, et je pense qu'il y a parmi nous des spécialistes beaucoup plus aguerris que moi, relèverait du café du commerce. Donc, je ne me positionne pas vraiment là-dessus. Et après, je me tais. Agnès Maillard, il y a plusieurs messages, mais j'en choisis un. Le nerd, puisqu'elle réagit à une conversation que nous venons d'avoir, le nerd n'est pas désexualisé, c'est-à-dire elle conteste mon analyse. Il est puceau, ce qui est très intéressant. Il est frustré. Donc, incel très masculin. Je ne sais pas ce que ça veut dire là, la conclusion, mais je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. C'est intéressant. Il n'est pas désexualisé, il est en deçà encore. Oui, alors d'abord, moi je fonctionne sur des idéal types, donc il y a quand même une variété de conditions et il ne faut pas tomber dans la caricature de penser que tous les programmeurs sont désexualisés ou puceaux. Par contre, ce sont des valeurs qui structurent le rapport au monde, qui structurent le rapport aux autres, et
je vais prendre un exemple qui est politiquement incorrect dans cette assemblée, mais ces appels à l'hypercompétence, à l'hypermobilisation dans son activité, c'est quelque chose qu'on peut comprendre également quand on regarde comment fonctionnent les universitaires, qui parfois peuvent avoir le sentiment que les contraintes familiales sont autant d'embûches sur le parcours d'une carrière qu'ils rêveraient parfaite. On a un peu là le même rapport, en fait. Avec cette idée que lorsqu'on adopte un réseau de valeurs, il faut les hiérarchiser nécessairement et qu'on est toutes et tous bien, confrontés aux conséquences de ces hiérarchies qu'on accepte plus ou moins pleinement. Alors de là à faire le lien avec les incels, je ne suis pas non plus un spécialiste du groupe des incels, qui sont les célibataires involontaires, une espèce de groupe auto-structuré, en grande partie grâce aux réseaux sociaux aux États-Unis, et dont beaucoup de meurtriers de masse de femmes se reconnaissent dans les théories. Ce sont des conspirationnistes qui considèrent que la société est devenue une sorte de matriarcat qui les oppresse, pour faire le sous-titre de la remarque qui a été faite. Je ne sais pas, je me méfierais dans l'établissement de continuum comme ça entre des tendances très extrêmes, très sectaires et des fonctionnements plus généraux. Merci. Je me tais et la parole est bien sûr libre et ouverte. Il y a Isabelle Collet qui demande la parole depuis un moment. Alors, je veux juste d'abord dire moi aussi un grand merci à Benjamin pour son intervention et donner la parole à Isabelle Collet qui a levé la main là, depuis longtemps. Je remets le son, je remets la vidéo, je baisse ma main pour faire les choses dans l'ordre. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette conférence trop rare sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je voulais revenir sur la partie âge d'or. Je n'ai pas l'impression alors même si en France, on a tendance aussi à sortir des figures héroïques, quand je lis que Heidi Lamar a inventé le Wi-Fi, bon, je souris poliment, mais je me dis que ma foi, c'est peut-être un travers. On va aussi chercher des figures masculines où on explique qu'elles ont inventé le tout, le reste et l'inverse, alors que de temps en temps, quand on va chercher une figure masculine et qu'on y applique le même traitement, faux, certes, que sur les figures masculines, bon... mais j'ai l'impression que la question âge d'or est moins nette en France, même si on m'a déjà fait dire ce que je ne dis pas, comme les femmes étaient majoritaires avant les années 60. Ben non, elles n'ont jamais été majoritaires, et j'ai beau dire autrement, on a tellement envie de l'entendre qu'on me fait dire que j'ai dit que les femmes étaient majoritaires. Et je suis très intéressée par la filiation que vous avez envie de faire entre les ENIAC Girls et les travailleurs et travailleuses du clic. Oui, effectivement, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à réfléchir avec ça. Alors moi, je ne suis pas historienne, je suis sociologue, ça va se voir dans ce que je vais dire. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, cette histoire d'âge d'or. Alors, effectivement, d'ailleurs, il faudrait interroger même le thème d'ENIAC Girl. Genre le fait même qu'on dise girl, parce que ce n'est pas des filles de 16 ans, hein, c'est des femmes. Certaines étaient d'ailleurs les épouses des codeurs. Voilà, je veux dire, les épouses des personnes qui leur donnaient ces ordres d'exécution. Donc, chaque fois qu'on prend un groupe de femmes et qu'on les appelle, alors soit le harem du professeur, comme ça a pu se faire sur des astronomes, soit des girls, comme des secrétaires, hein, ça veut bien dire qu'on est sur un métier subordonné. Moi, je préfère les appeler les ENIAC Six parce que je n'ai pas envie de les ramener dans leur position subordonnée. Mais oui, ça veut, leur terme en soi veut tout dire sur le fait qu'elles n'étaient pas du tout, que leur métier n'était pas valorisé, qu'elles étaient sous-payées. Et qu'ensuite, quand on a refait l'histoire de l'informatique de la guerre, elles ont été frappées du secret défense parce que de toute façon, elles n'avaient pas grand-chose à dire. Mais pour être tout à fait honnête avec les femmes dans l'informatique, quand vous parlez du bug, ce serait sympa de parler Grace Hopper. Parce que là, pour le coup, elle n'était pas sous-fifre. Et c'est elle qui a popularisé le terme de bug. Alors, moi, je pense qu'il y a deux filiations distinctes dans l'informatique à propos de cette image que vous avez montrée du
du journal où on explique aux femmes qu'il y avait des vraies compétences typiquement féminines et qu'elles ont tout intérêt à aller dans l'informatique, qui est quasiment simultanée avec cette émergence au MIT de la figure du hacker. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, à ce moment-là, il y a deux informatiques distinctes et qu'on juge radicalement différentes qui émergent. Il y a l'informatique, la noblesse d'épée de l'informatique avec les hackers, et l'informatique de gestion qui a moins de prestige, qui n'a pas besoin de passer par des diplômes universitaires et où en plus la division des tâches est extrêmement marquée. C'est-à-dire vous avez les perforatrices, c'est-à-dire celles qui font les petits trous dans les cartes comme sur les machines Jacquard en quelque sorte. Ensuite, vous avez les programmeurs, les personnes qui tapent le code. Ensuite, vous avez les analystes programmeurs, c'est un tout petit peu mieux. Puis les analystes, et en fait, la hiérarchie, elle se fait là, et plus vous descendez, plus c'est féminin. Et une partie de la masculinisation de l'informatique, c'est quand on a viré les perforatrices. Parce qu'on n'en avait plus besoin, et là, paf, ça s'est masculinisé à un grand coup. Et ça, on ne l'a pas du tout dans l'informatique scientifique. On commence tout de suite par le haut, c'est-à-dire que les programmeurs sont eux-mêmes le haut du panier. Alors que dans l'informatique de gestion, on a cette subdivision du travail qui permet d'avoir un travail ouvrier à la base. Et que par contre, dans l'informatique de gestion, tous ces métiers-là ont disparu. Donc, en fait, tout s'est aligné sur cette informatique scientifique de l'autre côté et qui est devenu, comme vous avez dit, le seul idéal type, le seul archétype de l'informatique, ce programmeur-là, aussi parce qu'on a largement… Enfin, l'arrivée du micro-ordinateur a viré les ordinateurs gros des sociétés du tertiaire et donc ça a supprimé aussi tous ces emplois qui, à l'époque, étaient encore largement féminisés. Et en fait, je suis absolument convaincue que c'est une reconstruction a posteriori des compétences au nom des rapports de pouvoir, parce que foncièrement, et là c'est en tant que sociologue que je parle, quand un champ de savoir prend de la valeur dans le monde social, il se masculinise. Donc en fait, toutes ces images de l'informatique virile construites alors justement sur une masculinité hégémonique dominante, c'est-à-dire c'est pas avoir des muscles, soulever de la fonte et tomber toutes les filles, mais c'est avoir le pouvoir sur les objets, les humains via les machines. Et d'ailleurs, ces mêmes nerds désexualisés, quand ils jouent aux jeux vidéo, leur archétype, c'est pas un maigrichon, c'est plutôt un grand barbare avec… Donc, c'est dans le monde virtuel qu'ils réhabitent une masculinité classique. Donc, en fait, au fond, ces compétences dites féminines ou dites masculines, on les reconstruit a posteriori pour justifier la domination d'un groupe dominant, en l'occurrence les hommes. Et actuellement, quand on n'arrête pas de dire qu'il faut combattre les stéréotypes dans l'informatique, non, c'est des stéréotypes. Ce n'est pas les stéréotypes qui ont généré la masculinisation, c'est les rapports de pouvoir que l'informatique a permis d'installer qui, en conséquence, a produit les stéréotypes nécessaires à justifier cette domination masculine, qui existe effectivement, où il y a une continuité depuis ces ENIAC 6 qui avaient ces tâches subalternes, effectivement. Voilà, je vous remercie. Je suis d'accord sur tout, mais ce n'est pas surprenant pour reprendre quelques points. Alors, la grande figure, c'est quelque chose auquel on est, je dirais, naturellement allergique. Moi, je suis historien de l'innovation également. Je suis un élève de Pascal Griset. Tout notre travail en histoire des techniques a été justement de sortir de l'illusion de l'inventeur isolé, absolument génial, capable de révolutionner son champ de savoir et de compétences. Donc, c'est ce qui explique qu'on est particulièrement sensible, y compris quand ce sont des hommes d'ailleurs, et ce sont essentiellement des figures masculines qui ont été travaillées à cette idée de reconstruction d'âge d'or, de place particulière, qu'on essaye toujours de recontextualiser plutôt dans le sens du collectif, du contexte qui permet l'apparition des innovations. Alors ensuite, sur les ENIAC Girls, oui, c'est l'expression de l'époque. Les ENIAC Girls, elles sont commandées au même titre qu'on commande des machines.
C'est-à-dire que là aussi, on a cette filiation avec cette organisation du travail du bureau où on commande des secrétaires. Lorsqu'on est à la tête d'un service, hein, on a besoin de X machines à écrire associées avec X girls. Et c'est donc effectivement une expression qui est très dévalorisante, qui est celle qu'on trouve dans les sources, et c'est pour ça que moi je l'utilise. Alors sur l'informatique de gestion, parfaitement d'accord, l'héritage avec la mécanographie et avec ce millefeuille de fonctions, et également à un moment, mais je n'avais pas le temps de tout développer, où on a un fonctionnement jusqu'à l'apparition du temps partagé en informatique qui est extrêmement rigide, hein, le traitement par lot, qui est hérité également de l'organisation de la mécanographie, impose effectivement des hiérarchies qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus verticales que dans l'informatique universitaire, où les choses, et on le verra notamment avec ARPANET, tentent de s'horizontaliser, mais de s'horizontaliser au sein d'un groupe qui est déjà très homogène, hein, des diplômés de haut niveau issus de la bourgeoisie nord-américaine. L'horizontalisation, elle est quand même beaucoup plus simple dans ces conditions-là. Et puis sur le processus de la masculinisation qui produit des stéréotypes, là aussi, on est d'accord. Le pouvoir a toujours la nécessité de se justifier, et c'est toujours dans ce sens-là que ça fonctionne. Ce n'est pas le stéréotype qui donne du pouvoir, le stéréotype, il donne de la légitimité au pouvoir et au fait de le détenir. Et dans ce cadre-là, c'est important. Maintenant, je pense que, comme pour la réponse que j'ai apportée à la question de Frédéric, moi, je trouve ça intéressant de voir à quel point on a des cultures viriles qui sont des mosaïques qui s'ajustent plus ou moins bien, parce que certes, les nerds ont aujourd'hui conquis la planète, mais dans beaucoup de représentations, ils sont encore considérés comme des groupes sans grand intérêt, et tout ce qui relève de la séduction l'a bien montré. Donc, il y a tout un pavage qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, cela se fait toujours au détriment de ce qu'on postule être les compétences et les caractéristiques des femmes. Et c'est finalement le seul point, je dirais, commun entre toutes ces cultures viriles. Mais sur le reste, parfaitement d'accord. Et alors, Grace Hopper, deux mots, l'amiral Grace Hopper, hein, à qui on doit les recherches qui vont donner naissance au COBOL, qui est un des grands langages qui est écrit, ça sera peut-être fact-checké dans le chat YouTube, 59, le COBOL, qui est effectivement une des grandes figures féminines. Mais alors, qui mériterait peut-être qu'on s'y intéresse parce que qui va en quelque sorte entrer dans un moule assez particulier de l'armée. Enfin, il y a un parcours à recréer chez Hopper et à prendre en compte. Mais effectivement, on ne peut pas la passer sous silence. Merci. Je crois que Anne avait levé la main. Oui, voilà, j'allais dire, Anne a levé la main, et donc il fallait désormais lui donner la parole. Que j'arrive à appuyer en même. Voilà, merci. Voilà, il faut que je baisse ma main, abaisser la main. Voilà. Donc, à nouveau, hein, merci beaucoup pour cette communication qui m'a énormément intéressée. Sur un domaine auquel je connais strictement rien du tout, mais ça, je crois que vous vous en êtes déjà un petit peu rendu compte, que à la fois concrètement et historiquement, j'y connais rien. Mais moi, je voudrais en fait rebondir sur le début de la remarque d'Isabelle Collet, parce que moi aussi, en fait, j'ai été très, comment dire, interpellée par le nom de ces ENIAC Girls. Et en fait, je voudrais revenir sur tout ce que vous avez dit et qui m'a beaucoup intéressée sur l'instrumentalisation de la mémoire. Et donc, en fait, sur pas seulement l'histoire de la place des femmes, mais sur l'histoire de l'historiographie. Et dans cette histoire de l'historiographie, quand on s'arrête effectivement au nom même des ENIAC Girls, et comme je le mettais dans le chat, je ne pense pas qu'on n'ait jamais appelé deux concepteurs dont je n'ai pas retenu les noms là, de la machine, des ENIAC Boys. Donc, en fait, quand d'abord est apparue cette expression d'ENIAC Girls,
Est-ce qu'elle date des années 60? Est-ce qu'elle date des années 40? Quand est-ce qu'elle est apparue? Et donc, quand est-ce en fait que c'est mise en place? En fait, quand est-ce que c'est construite? Parce que ça n'a fait que appeler les femmes participants au-delà, au-delà de l'analyse concrète que vous avez très bien menée de la place subordonnée des femmes dans la naissance de ce premier ordinateur. Au-delà de cela, dans la construction d'une historiographie et d'un mythe de l'âge d'or, il y a un redoublement de cette domination dissimulée par le côté doré de l'âge qui est leur grande présence, mais dans la façon de le présenter et dans la façon même de les nommer, ENIAC Girls, encore une fois, il y a la mise en place d'une histoire de l'informatique qui est une histoire des girls et pas une histoire des femmes, des women. Donc, je ne sais pas si ma question fait sens. En fait, est-ce qu'il y a des moments dans cette histoire de l'historiographie qu'on peut retracer? Parce que je pense aussi que en particulier aux États-Unis, dans le monde nord-américain, toutes les études de genre, tous les travaux des féministes des années 70-80 ont peut-être un peu interrogé aussi ce mythe de l'âge d'or comme mythe de la présence, d'une présence perdue des femmes. Donc voilà, c'est vraiment une question qui relève qui émane de mon ignorance absolue de ce domaine, mais voilà. Alors, sur le terme, d'abord, sur l'expression ENIAC Girls, donc effectivement, c'est un terme qui est péjoratif, qui fait écho aux girls des spectacles, qu'on trouve dans les sources, parce qu'on appelle ces groupes de femmes, et là, encore une fois, c'est la généalogie avec le monde du bureau, les secrétaires d'un homme éminent, ce sont ces girls. Qu'il va faire recruter et qu'il commande au même titre qu'il commande du matériel pour pouvoir travailler. Donc, c'est une expression qui a été reprise pour montrer la subalternité de ce groupe. Ensuite, dans l'historiographie, l'historiographie sur le sujet, dans les années 80, on a quelques articles qui parlent de ça, qui commencent à s'intéresser sur l'absence de femmes dans l'historiographie du numérique. Mais on a une double mise en minorité, si j'ose dire. D'abord, l'histoire du numérique, c'est un champ qui est lui-même assez réduit jusqu'à relativement récemment. Et donc, l'histoire des femmes en informatique, c'est un champ qui était frappé d'une double invisibilisation. Maintenant, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans cette nécessité, dans cette résistance qu'on sent d'évaluer à sa juste valeur ce critère de subalternité, c'est la résistance que l'on ressent à l'idée de ne pas avoir de grandes figures sur lesquelles s'appuyer, et surtout autant de grandes figures féminines que de grandes figures masculines. Il y a quelque chose qui relève, et c'est assez classique, de ce penchant qu'on a, je pense, toutes et tous, à vouloir que l'histoire se finisse bien ou qu'elle ait au moins quelques aspects qui soient satisfaisants. Or, en matière d'histoire de l'informatique, ce n'est pas le cas. Oui, on a quelques grandes figures qui sont extrêmement isolées. Isabelle Collet parlait de Grace Hopper, qui a fait une carrière tout à fait remarquable, mais ça n'est absolument pas la norme. Ensuite, il y a le problème du rapport du nombre. Grace Hopper, elle est une parmi une multitude de grandes figures masculines. Pas parce qu'on a systématiquement invisibilisé de grandes figures féminines, mais parce que le système de domination n'a pas permis leur émergence. Et cette tendance,
Je l'ai à peine évoqué parce que, encore une fois, le temps manquait, mais c'est une tendance contre laquelle les historiennes et les historiens se battent et qui est aussi très liée au storytelling nord-américain qu'on retrouve dans la presse, qu'on retrouve chez les journalistes, qui ont quand même assez régulièrement besoin de figures positives, d'héros et d'héroïnes, ce qui conduit parfois à passer sous silence les structures de domination et leur réalité pour ces acteurs et ces actrices. Sandrine, il faut rebrancher le micro. Bonjour, mais je me demandais si ce n'était pas quand même une nécessité de faire ainsi ressurgir quand même des modèles pour les nouvelles générations. Parce que est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir, moi je sais que les femmes de l'ombre, ça a été très intéressant pour moi quand même d'apprendre un peu plus là-dessus. Et Eddie Lamar, c'est pareil, bon, c'est pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas, pour faire changer les mentalités, avoir ces modèles, peut-être dans les jeux vidéo aussi avoir plus de jeux avec des femelles glazed, des regards. Moi j'ai une belle-sœur par exemple qui a changé pour être programmeuse, qui a fait une reconversion et elle a été très surprise en arrivant dans les centres de programmation de se retrouver finalement, alors qu'elle était maintenant diplômée programmeuse, et puis en dernier poste, c'est pas elle qu'on confiait les missions importantes parce qu'elle était une des rares femmes. Or, je connais beaucoup d'autres gens qui sont dans l'informatique. Bon, c'était un couple et je m'aperçois qu'il y a pas mal de lesbiennes, de trans qui y vont parce qu'elles osent avoir cette masculinité. Et sinon, ça reste difficile. Donc, comment faire pour faire changer les choses ? Alors, malheureusement, ça, je n'ai pas de compétences particulières sur le sujet. Moi, ma seule compétence en tant qu'historien, c'est d'essayer d'utiliser les sources qui sont à ma disposition pour rendre compte de la manière la plus fidèle possible de ce qui s'est passé. Je peux entendre qu'on ait besoin de grandes figures. Maintenant, encore une fois, moi, sur le plan de l'histoire, s'il n'y a pas de grandes figures, je ne vais pas déroger aux us et coutumes de la corporation et les inventer. Donc, c'est là où la difficulté réside, je pense, lorsqu'on est au stade de la valorisation, en quelque sorte, ou de l'instrumentalisation, mais au sens neutre du terme. Ce n'est pas du tout péjoratif de ce type de recherche. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse là à apporter. Maintenant, voilà, transformer les ENIAC Girls en figures tutélaires des programmeurs et des programmeuses actuels, c'est faux sur le plan de l'analyse historienne. Donc, moi, je me limite à dire ça. Voilà. Et puis, surtout, et alors là, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin et préciser, je ne suis pas certain qu'on ait besoin des grandes figures. Je pense que c'est une vision, et alors là, c'est mon ressenti d'historien, je pense que c'est une vision qui est extrêmement traditionnaliste du rôle du grand personnage dans l'histoire et qui pourrait avoir des effets de bord assez délétères. Dans les années 90, quand les historiennes et les historiens ont commencé à changer leur regard sur les femmes et l'informatique, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils voulaient arrêter de penser que le problème, c'était les femmes. Le problème, c'était le milieu dans lequel se trouvaient ces femmes qui ne pouvaient pas faire carrière dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins, qui avaient des milieux qui, vous le décrivez très bien, qui sont hostiles à ce qu'elles sont ou à ce qu'elles expriment. Donc, pareil, enfin, je ne veux pas dire que ça relève, c'est peut-être un peu fort, du mensonge instrumentalisé, mais moi, ça, je m'y refuse. Enfin, je pense que c'est plutôt notre vision qu'on a du système qu'il faut changer que de sacrifier à cette idée de la grande figure. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le mentionnais en filigrane, parce que c'est une préoccupation et a priori, je la partage avec Isabelle Collet, qui est intéressante, c'est ces captations d'héritage qui se retrouvent aujourd'hui dans des groupes qui essayent de faire la promotion sur le plan politique d'un capitalisme numérique sauvage et qui expliquent que c'est très très bien, qu'il y a eu ces grandes figures féminines qui ont ouvert la voie en finalement défendant la mise
en place d'un système qui est tout aussi dominateur et qui va se retrouver dans ces mécanismes de la grande figure, du grand patron d'industrie qui finalement peut être une patronne. Sur le plan du capitalisme, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ma sphère, mais je pense qu'il faut être extrêmement attentif aux conséquences non désirées que ça peut avoir d'essayer comme ça de parier sur la grande figure et l'exemplarité de la grande figure. Ça, je comprends bien. Peut-être plus sur les jeux vidéo, parce que moi j'ai été étonnée justement, cette belle-sœur, là, je viens de voir ce matin qu'elle jouait à un jeu où il y a des gros costauds qui se frappent. Et bon, moi j'ai un frère qui avait créé un jeu où c'est qu'une femme, Winter Voices, qui se bat contre ses traumas. Je me disais, qui c'est qui va jouer à ça? Parce que finalement, on est tellement habitué dans les jeux vidéo à voir, ou alors c'est Tomb Raider, mais c'est une femme avec des comportements de guerrière. Est-ce qu'on peut, voilà, peut-être comme ça influencer, mais ça c'est un autre sujet que ce dont vous avez. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est un thème qui a été beaucoup débattu sur le jeu vidéo, la logique de l'avatar, comment est-ce qu'il y a ces logiques de projection dans l'avatar. Là aussi, qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche à ce que les filles se reconnaissent dans des gros barbares musculeux qui tapent sur tout ce qui bouge. Je pose la question de manière très innocente. Aujourd'hui, du fait de nos valeurs collectives, c'est quelque chose qui est très apprécié, dans lequel les garçons se retrouvent parce que ça leur permet de projeter une image de leur propre virilité un peu fantasmée. Est-ce que l'objectif, c'est de désirer ça pour les femmes? Je ne suis pas certain. Non, mais là aussi, c'est peut-être le jeu qu'il faut changer. Et en matière de jeux vidéo, il y a quand même des évolutions assez notables dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Quand on regarde des productions qui étaient, il y a encore quelques années, dans des styles considérés comme très indés, dont on disait un peu ce que vous avez dit, oh là là, mais qui ça va intéresser, qui font des succès en changeant justement le système de représentation. Je pense à tous ces jeux de gestion, alors qui ont eu beaucoup de succès pendant le confinement probablement, parce que ça faisait écho à des choses qu'on ressentait, et vous êtes à la tête de votre île et où votre seule activité, si j'ose dire, c'est d'aller pêcher, de planter des trucs et de survivre en récoltant de quoi manger, etc. Voilà, ça ouvre peut-être des perspectives où c'est le système qu'on fait changer, plus que la représentation qu'ont les acteurs d'une projection qu'on considère comme pas bonne parce qu'elle ne se fait pas ou parce qu'elle se fait. Tout à fait. Puis après, je pense que pour changer, il y a peut-être aussi, je sais qu'il y a des écoles, par exemple, qui enseignent aux jeunes filles de banlieue en fait, la programmation, parce que souvent, dans d'autres pays, ça a été quand même assez différent. Par exemple, dans les pays du Maghreb, on voit qu'il y a plus de filles, peut-être parce que c'est des métiers qui rapportent et on ne fait pas des activités qui ne rapportent pas d'argent. Donc, peut-être que là, on allait enseigner aussi un peu plus le codage. Oui, la comparaison internationale, elle est très intéressante. En fait, c'est vraiment des éléments où là, on voit la place de la culture dans des sociétés où le numérique est au contraire pour les femmes un moyen de trouver leur place. Très souvent, d'ailleurs, fonctionnant sur un enseignement secondaire qui est très différent du nôtre, qui n'est pas mixte, par exemple. Alors, je ne veux pas ouvrir le débat de la mixité, mais c'est une vraie question. Regardez comment ça se passe à Taïwan, comment ça se passe aux Émirats arabes unis, par exemple. Ce n'est pas du tout le même contexte. Pardon de vous interrompre, mais l'heure tourne et je vois que Isabelle Goncalves a demandé la parole. Merci Sandrine. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole, effectivement. Alors, je me présente, donc je suis membre de Philomèle et je suis spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle et sur un auteur qui n'est pas du tout l'ennemi, enfin, qui n'est pas du tout l'ennemi des femmes, parce qu'il s'agit du Marquis de Sade, et donc je n'ai aucune compétence par rapport au sujet que vous avez présenté, mais qui m'a profondément intéressée. J'interviens à un autre titre, j'enseigne dans le secondaire.
donc ma question va être purement pragmatique, hein, je suis désolée, elle n'est pas intellectuelle. Elle se raccroche à ce que vous avez dit à la fin de votre intervention d'une part et à ce qui vient d'être développé un petit peu par Sandrine Aragon. J'aimerais savoir tout simplement s'il y a un moyen, j'ai beaucoup aimé votre présentation, mais qui est évidemment touffue, qui s'adresse à, voilà, si ce n'est des spécialistes, à des adultes, du moins, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir accès à un document, à une sorte d'outil simplifié qui puisse être accessible à des adolescents pour leur présenter ces femmes, évidemment, dont on n'entend pas parler. Moi, je les ai découvertes avec vous ce matin, et qui permettrait, puisque vous l'avez dit vous-même, il faut travailler la vision différente des femmes par rapport au numérique, par rapport aux mathématiques en général et par rapport au numérique en particulier. Voilà, c'était une simple question comme ça, purement, pas du tout altruiste, mais totalement utilitaire et quasiment égoïste. Mais voilà, j'aimerais savoir si vous avez, vous, accès à un site, un lien, quelque chose qui pourrait simplifier cette présentation des ENIAC Girls. Et, voilà. Et d'autre part aussi, sous quel autre nom on pourrait les présenter, puisque je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Personnellement, le terme m'a choqué. Est-ce qu'il y a un nom, même périphrastique, qui pourrait être employé pour présenter ce groupe de femmes? Alors, sur la première question, non, pas à ma connaissance. Après, je suis parfaitement ouvert à toute demande de collaboration pour réaliser un support à l'égard d'élèves du secondaire. J'interviens moi-même assez régulièrement dans des classes de collège et de lycée, donc aucun problème pour qu'on échange par mail sur le sujet pour voilà, réduire et simplifier la présentation pour faire cette présentation à des élèves du secondaire. Et ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est très, très intéressant. Et puis, intellectuellement, c'est un véritable enjeu qui est non négligeable de réduire comme ça, sans perdre en complexité. Après, sur le terme ENIAC Girls, oui, on peut ENIAC 6, mais là encore, moi, ça doit être mon ethos professionnel d'historien. Dans les sources, il y a ENIAC Girls. Ça décrit une réalité perçue par les acteurs de l'époque. Ça nous permet ensuite de le commenter en expliquant que dans le nom même, il y a cette position subalterne. Donc, moi, je continue à utiliser ENIAC Girls en l'expliquant. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les appeler différemment. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Édouard Wolf voulait poser une question. Je vous en prie. Oui, merci. Merci. Voilà. Je voudrais vous demander, vous avez peint le tableau de l'armée des femmes qui prenaient d'assaut la programmation en bikini ou pas en bikini. Par contre, je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez parmi les femmes celles qui sont distinguées dans le domaine de l'informatique, sinon par le génie, alors par une contribution personnelle exceptionnelle? À titre de comparaison, j'admets ne pas avoir été très politiquement correct quand j'ai été choqué en apprenant que la matière noire a été découverte pas par un physicien, mais par une physicienne. J'admets aussi que c'est mon cheval de bataille, la physique, c'est mon cheval de bataille parce que je suis grand fan d'application des lois de physique dans l'analyse littéraire. Alors, je me pose la question, est-ce que vous connaissez des femmes qui sont distinguées tout bonnement par la génie dans le domaine de l'informatique? Merci. Alors, le génie, c'est une notion qu'on manie avec des pincettes, mais des femmes qui ont réalisé des percées théoriques ou appliquées, il y en a quand même quelques-unes. Donc, on a cité Grace Hopper, à qui on doit les fondements du COBOL, qui est un des langages importants de l'histoire de la programmation. Moi, la deuxième figure que j'aime citer, parce qu'elle fait rêver en même temps, c'est Margaret Hamilton, qui va être responsable du logiciel de guidage d'une partie des missions Apollo, et qui est une programmeuse
qui a un talent tout à fait notable, avec des valeurs qui sont très liées à la programmation, de produire du code qui est propre, qui ne prend pas de place et qui est d'une fiabilité remarquable, puisque ça a permis quand même aux Américains de poser le pied sur la Lune. Donc oui, des grandes figures, il y en a, hein, bien entendu, qui se sont distinguées, et je ne dis pas le contraire. Elles sont par contre isolées, et très souvent, lorsqu'on retrace leur parcours, elles ont eu à surmonter des embûches que les hommes, dans des positions analogues, n'ont pas eu à surmonter. Et ça, c'est tout à fait notable. Merci bien. Merci donc à tout le monde. Je ne vois pas d'autres questions, d'autres mains levées. Il est temps, mais on s'approche de midi, donc il faut vous décider assez vite. Sur le chat, il y a eu beaucoup de suggestions, de sites, d'initiatives diverses que je vous laisse découvrir. Moi, je remarquais, pour rebondir sur des choses qui ont été dites, que malgré tout, toutes les images qui ont été présentées par Benjamin aujourd'hui étaient toutes extrêmement codées. Enfin, je ne crois pas une minute que si ces images sont passées à la postérité, c'est qu'elles n'avaient été pas parfaitement conçues, mises en scène, etc. Il ne s'agit pas jamais de snapshots, hein, il ne s'agit jamais de choses prises sur le vif, ce sont des constructions chaque fois, et ces constructions doivent être inévitablement analysées. Par exemple, les images extraites de Cosmopolitan, la femme, comme on a faim de le penser jusqu'à présent, qui est présentée, n'est pas n'importe quelle femme, c'est une brune, elle a les cheveux courts, elle a une robe rayée, etc., etc. Donc tout ça, me semble-t-il, fait aussi partie, je ne sais pas Benjamin ce que vous en pensez, fait partie du travail de l'historien, c'est-à-dire il y a vraiment une analyse de l'image qui rentre dans l'histoire des représentations, bien sûr, donc ce n'est pas vraiment l'histoire factuelle, c'est aussi l'histoire des représentations, mais qui contribue très fortement à façonner un imaginaire qui évidemment est conditionné par un inconscient, mais qui contribue aussi à façonner un imaginaire, et donc des contextes très réels, de matériel très réel. Oui, le reportage de Cosmopolitan, en dépit du fait qu'il aborde un sujet exotique pour la revue, respecte tous les codes du reportage photo de l'époque, avec cette esthétique extrêmement léchée. Mais même au-delà, les photos que j'ai utilisées pour parler du projet ENIAC sont des photos qui sont très, très normées, parce qu'elles sont issues des services de communication de l'armée américaine, qui va choisir de manière extrêmement précise ce qu'elle entend montrer, et qui va d'ailleurs choisir de supprimer du reportage paru dans le Times en 1946 qui annonce la sortie de l'ENIAC, toutes les petites mains, et en particulier les femmes, des clichés qui vont être diffusés pour une raison simple, c'est que les officiels commencent à prendre conscience qu'on manque de travailleurs, et on a peur que les femmes donnent une image peu attirante des travaux qui sont proposés dans le cadre de ces calculateurs. Donc oui, il y a tout un jeu là-dessus, et puis on pourrait étendre ça aux clichés plus récents, couverture de magazines, alors plus récents ou plus anciens, couverture de magazines d'amateurs de radio qui ont des illustrations faites spécifiquement pour représenter certaines choses. Il y a tout un jeu de mise en avant des codes à l'égard des communautés ou du grand public. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je propose de te redonner la parole, Anne. Il y a 2 ou 3 choses à dire, peut-être. En tout cas, merci encore, Benjamin, pour cette conférence vraiment passionnante qui, pour nous, ouvre des perspectives auxquelles nous n'avions pas même pensé avant de connaître vos travaux. Et je trouve que ça a ouvert un champ pour moi, en tout cas, et je suis persuadé pour les dizaines de personnes qui étaient dans le public aujourd'hui, un champ nouveau, mais particulièrement prometteur. Donc, bravo, merci 1000 fois pour cette communication éclairante. Et je me tais, et c'est Anne. C'est moi qui vous remercie. Et moi aussi, je me tais après avoir fait ces ultimes remerciements. Eh bien, moi, je me joins à Frédéric pour vous remercier
Benjamin, pour votre présentation. Alors, je voudrais juste dire très rapidement, je voudrais juste annoncer très rapidement en fait la prochaine séance. La prochaine séance qui aura lieu le 28 mai, où nous aurons l'occasion d'accueillir Françoise Gillard, qui est sociétaire à la Comédie Française et qui viendra nous présenter le spectacle qu'elle a monté et qui s'intitule « Sois belle et tais-toi », qu'elle a monté dans le cadre de cette année de confinement et qui est une adaptation avec les comédiennes du français d'un documentaire de Delphine Seyrig. D'un documentaire de Delphine Seyrig qui s'appelait « Sois belle et tais-toi » et qui date du début des années 80. Et donc, après avoir annoncé cela pour que vous le notiez dans vos calendriers, dans vos agendas, on peut peut-être, dans les dernières minutes qui nous restent, ouvrir la séance s'il y a des questions. Oui, c'est le 28 mai. Pardon, j'ai oublié de le dire. 10h midi de nouveau. Donc, terminer aujourd'hui avec les éventuelles questions sur l'initiative genre, sur Philomèle et sur ce que nous faisons dans l'initiative, surtout sur ce que l'initiative peut faire pour vous, d'une certaine façon. Alors, je sais que, pendant qu'il peut y avoir quelques questions éventuelles, je sais que Aurore et Maxime, qui sont doctorantes et doctorants à la faculté des lettres, voudraient présenter l'atelier de jeunes chercheurs dont la première séance va avoir lieu très prochainement. Donc Aurore, si vous voulez, ou Aurore et Maxime, Aurore ou Maxime, si vous voulez reprendre la parole pour nous présenter l'atelier jeunes chercheurs de… Oui, bonjour à tous, je m'en charge. Donc l'atelier aura lieu le lundi 12 avril, donc effectivement c'est très bientôt, de 16h30 à 18h, sur la plateforme Discord. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je pense que Philomèle fera peut-être un mail avec l'invitation. Vous pouvez demander en tout cas l'invitation à Philomèle, directement en gros. Et donc le but en fait de l'atelier et de la séance, ce sera de réfléchir aux implications des questions de genre dans nos travaux de recherche. Donc là, par exemple, le lundi, d'après le programme, nous discuterons des questions méthodologiques et théoriques qu'on rencontre dans notre travail de jeunes chercheurs. Alors, vu que c'est Aurore et moi qui parlerons, ce sera principalement en littérature, mais justement, l'idée, c'est aussi d'ouvrir cette réflexion au champ pluri- ou transdisciplinaire. Et donc, ce sera ouvert évidemment aux sympathisants de groupe Philomèle, aux doctorants et doctorantes et aux masterants et masterantes. Donc, vous pouvez aussi passer l'info à vos étudiants. Voilà. Je crois que j'avais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Aurore? Non, non, pas du tout. Effectivement, Maxime a tout dit, c'est bon. C'est bon? On parle aussi au nom de toute l'équipe des doctorants, parce qu'il se trouve que Maxime et moi faisons la séance de lundi qui inaugure le cycle, mais on est nombreux derrière. Très bien. Alors, et là, en fait, je m'adresse en fait aussi directement à toute notre équipe. Oui, il faudra en fait diffuser l'information peut-être avec plus de, comment dire, donner plus de visibilité à cette information qu'on ne l'a fait jusqu'à présent pour que tous les doctorants et tous les doctorantes soient informés. On fera passer l'information en particulier par les écoles doctorales. Ce sera un bon canal. Eh bien, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait d'autres questions ou interventions. J'essaie de vérifier que j'ai rien raté dans le chat ou dans les mains levées. Dans ce cas-là, alors avec une ponctualité parfaite puisqu'il est midi, on va alors regretter évidemment de ne pas pouvoir, comme d'habitude, clore cette séance avec notre buffet convivial, mais on se promet
à chacune de ces séances en virtuel, là, on se promet que ça n'est que partie remise et que dès que on peut se retrouver en présentiel, comme on dit maintenant, on organise en fait un grand buffet pour toutes les séances de visio qui ont eu lieu en visio et qui ont été privées de buffets et de réunions conviviales. Donc, bon, on va donc en rester là pour aujourd'hui. Redire merci, un très, très grand merci à Benjamin Thierry pour ce séminaire et toutes les réactions dans le chat qui disent à quel point il et elle ont été intéressés, témoignent de l'intérêt que vous avez suscité, Benjamin. Donc, merci à toutes et à tous. Très, très bonne journée à toutes et à tous. Et pour le prochain séminaire de genre et autorité, rendez-vous au 28 mai. Pour tous les doctorants, doctorantes, masterants, masterantes désireux de rejoindre l'atelier de Philomèle, vous pouvez le rejoindre lundi 12. Voilà.